VOA Afrique. Le monde va s'incliner et admettre que je suis le plus grand de tous les temps. C'était le dernier round de Mohamed Ali, le champion du monde devenu une légende de son vivant, s'est éteint le 3 juin dernier, à l'âge de 74 ans, des suites d'une insuffisance respiratoire. Bienvenue à vous ce jeudi. Washington Forum lui est entièrement consacré. De Cassius Clay à Mohamed Ali, sa vie, son œuvre. Nous reviendrons sur son impressionnante carrière de boxeur, mais aussi sur l'homme, ses engagements et ses coups de gueule. Qui était Mohamed Ali? Comment a-t-il marqué le monde? Voici des images et des audios exceptionnels de l'ancien champion du monde des poids lourds. Le récit est signé Jacques Aristide sur des images extraites du documentaire de Claire Lewis, Je suis Ali. Mon papa a de multiples attraits. Les gens entendaient surtout parler des combats, mais pas de la famille et ce qui est représenté pour lui. Jusqu'à récemment, personne, même pas les membres de sa famille, était au courant de l'existence de ces bandes sonores. Les enregistrements résument la vie du champion de boxe. C'est sa fille Hannah qui les a offerts à la réalisatrice Claire Lewis pour son documentaire. Say, I love my daddy. I love my daddy. I love my poo-poo head daddy. Okay. Mon père a toujours été conscient de l'histoire et d'ailleurs c'est l'une des raisons pour lesquelles il a fait cette série d'enregistrements audio. Say, float like a butterfly, sting like a bee. Dans le film, tout le monde aime Ali, connu avant sa conversion à l'islam comme Cassius Clay. Aux yeux de ses amis et de ses adversaires, l'Olympien et triple champion de boxe est un homme sensible, émouvant et courageux, ayant été l'objet également de vives critiques. Son titre de champion lui avait été retiré parce qu'il avait refusé d'aller combattre dans la guerre au Vietnam. Son ami proche, ancien joueur de football américain, Jim Brown, se souvient. He had a lot of courage. Il a eu beaucoup de courage, il avait pris le risque de s'isoler, de perdre son titre et de ne pas être en mesure de gagner sa vie, ce qui a été difficile. That was difficult. Mais Ali ne jette pas l'éponge. Il revient au devant de la scène en 1974, à l'âge de 32 ans. À mon prochain match avec George Foreman, je lui ferai payer sa dette. Je peux noyer un verre d'eau et tuer un arbre mort. Il saura qui est Mohamed Ali. Et George Foreman s'en est effectivement rendu compte, Ali lui faisant mordre la poussière pour reconquérir son titre de champion. Sur le ring avec le gars, j'ai tenté le bluff. J'ai tout essayé, je lui donnais une raclée dans 5 ou 6 rounds. Je croyais que c'était facile, puis dans le 6e, il me chuchote à l'oreille. C'est tout ce que tu peux faire, George. Et c'est vrai, c'est tout ce que je pouvais faire. Toujours grâce aux enregistrements, le documentaire témoigne de l'état de santé dégradant de Mohamed Ali, qui prend sa retraite à la fin des années 1970. Au fil du temps, l'homme autrefois connu pour son élégance commence à buter sur ses maux, l'un des symptômes de la maladie de Parkinson. Il est diagnostiqué en 1984, mais Ali demeure pour ses enfants et pour beaucoup dans le monde une icône culturelle à la fois adulée et vilipendée. Voilà pour ce documentaire qui a été tourné en 2014. Et nous sommes en ligne depuis Kinshasa avec Kabala Mwana Mouyi. Vous êtes journaliste à la RTNC et surtout vous aviez commenté le match entre Mohamed Ali et George Foreman à l'époque. Alors une première réaction à cette disparition du grand champion? Oui, une réaction de tristesse évidemment, comme tout Africain. Mais aussi de regret parce que nous disions que cette icône dont la vie et l'histoire étaient liées à celle de notre pays, nous aurions voulu qu'avant sa mort, que nous puissions avoir des traces indélébiles qui restent ici à Kinshasa. Fort dommage qu'il est parti sans qu'on ait pu concrétiser cela. Alors on va revenir sur le parcours de l'athlète en lui-même. Vous qui êtes président aussi de l'association des journalistes sportifs, quels sont les souvenirs que vous gardez de ce match précisément ?
Et les grands souvenirs que nous gardons, c'est d'abord le retour au pays qu'ils ont appelé le pays de leurs ancêtres, de plus ou moins 450 Afro-Américains, et le fait, n'est-ce pas, que ces combats aient pu avoir lieu à Kinshasa avant l'Europe, parce que l'Europe n'avait pas encore organisé le championnat du monde de boxe professionnelle de poids lourd. Et pour nous, c'était également un souvenir dans ce sens qu'on a dû être mis à l'épreuve sur le plan de la qualité de l'organisation qui a été reconnue par le monde. Et c'est la première fois que Kinshasa abritait un tel événement. Mais aussi les relations qui ont été citées, plutôt tissées entre les familles de tous ces Américains qui étaient arrivés à Kinshasa, et le fait qu'on ait découvert que c'était des gens comme nous. Pour certains, c'était des légendes, et qu'ils aient pu pénétrer les familles africaines et qu'ils aient pu partager le mets congolais. Voilà, c'est des grands souvenirs. Alors revenons sur l'athlète en lui-même. Il commence la boxe à peu près à l'âge de 12 ans. À 18 ans, il devient champion olympique à Rome. Ensuite, il enchaîne les victoires. Avant, pendant 7 ans, d'être quasiment en pré-retraite, on va dire, avant ce fameux match à Kinshasa. Quel genre d'athlète était-il dans le sport, dans son sport, la boxe, et dans le monde du sport en général? Ah oui, nous avons pensé que Cassius Clay, au départ, avait révolutionné la boxe, parce que Kinshasa avait l'habitude de suivre les combats de boxe à distance, surtout avec l'installation d'une station terrienne, avec des retransmissions en direct, et les reporters de notre pays ont pu même faire des reportages sur certains combats de boxe. Eh bien, nous avons vu que son style avait révolutionné la boxe. Alors, en quoi est-ce qu'il a révolutionné pour les amateurs ou pour ceux qui ne connaissent pas très bien la boxe? Techniquement, qu'est-ce qu'il a apporté à ce sport? Qu'est-ce qu'il faisait de différent par rapport aux autres? Les spectacles qu'il a amenés, l'humour sur le ring et surtout ses jeux de jambes et ses déplacements et sa danse sur le ring. Et cela a amené quelque chose de formidable, de plaisant, alors que l'on pensait que la boxe était une discipline de gens qui venaient avec des coups de massue, boum, boum, et puis l'adversaire était par terre. Et cela lui a valu beaucoup de popularité en Afrique et particulièrement dans notre pays. Qu'est-ce que vous qui connaissez bien le milieu de la boxe, qu'est-ce qui, selon vous, a fait la différence? Est-ce que c'était sa rapidité? Est-ce que c'était le fait, comme il disait, de pouvoir voler comme un papillon et frapper comme une abeille? Qu'est-ce qui fait que c'est un athlète différent des autres? Oui, c'est tout à fait cela, tout cela combiné, mais en plus de cela, la psychologie et le fait que sa gueule permettait à Mohamed Ali de gagner sur le plan psychologique. Et il arrivait à intimider, et nous l'avons vécu à Kinshasa avec George Foreman. Il avait des phrases assassines sur le ring vis-à-vis de son adversaire. Et cela a amené une nouvelle touche. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs à Kinshasa d'avoir quelqu'un qui a voulu justement se mettre au diapason de Mohamed Ali, et qui a pris d'ailleurs un sobriquet de Ali Soumou Kalambaye, qui était champion du monde et qui voulait pratiquer le style de Mohamed Ali. Alors quand aujourd'hui vous dites qu'il a révolutionné son sport, alors d'autres experts le disent également, qu'est-ce qu'il reste dans l'héritage sportif des techniques d'entraînement par exemple de Mohamed Ali? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été reprises dans d'autres sports? Qu'est-ce qui a été inspiré de la carrière athlétique de Mohamed Ali? Oui, ce qui a inspiré, c'est Ali travaillait physiquement, c'est vrai, il travaillait énormément et cela était sa grande qualité, mais Ali était également un croyant fervent et très profond, et dans tout ce qu'il faisait, il mettait tout entre les mains du Très-Haut. Et d'ailleurs, peu avant son combat contre George Foreman, Ali a prié 3 fois. Il est allé à la mosquée et au vestiaire, il a prié, et quand il est monté sur le ring, il s'en est remis à son Dieu, comme il avait dit. Il pensait que malgré sa forme physique, il avait besoin de son inspiration pour gagner et réparer l'injustice qu'il avait tant décriée. Alors à Kinshasa, justement, on étudie encore son style dans les écoles de boxe notamment. Je vous propose d'écouter quelques réactions d'experts. Mais lui a vraiment montré ce caractère d'art de la boxe qui était un art où il fallait joindre et l'intelligence et un mental d'acier et une certaine habileté. Et je crois qu'on a vu tout le sommet de son art durant différents combats, dont le combat du siècle ici à Kinshasa, où il a détrôné en fait George Foreman qui était pratiquement indétrônable.
Foreman partait favori parce que Foreman n'est terminé. Donc, c'est-à-dire que Foreman terminait toujours ses combats par des KO. Mais pendant le combat, Mohamed Ali a usé d'abord de la ruse et puis de la tactique. Et à travers la danse, il bougeait trop sur le terrain, il dansait. Et puis, quand il est fatigué, il s'appuyait sur les cordes, justement pour fatiguer George Foreman. Et Ali a géré le combat au fil des rounds. Il a géré le combat. Et quand il a senti que George Foreman était fatigué, donc au 8e round, c'est à ce moment-là qu'il lui a donné le coup fatal. Alors, Monsieur Kabala, vous avez entendu, hein, on parle de technique essentiellement. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut que les athlètes en boxe soient aussi physiquement forts, aussi impressionnants que le gabarit de Mohamed Ali? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Parce qu'on sait qu'à l'époque, les entraînements, les structures étaient différentes. Qu'est-ce qui reste de ces méthodes d'entraînement-là aujourd'hui, par exemple à Kinshasa? Il y a l'utilisation aussi de l'intelligence, la connaissance de l'adversaire. Parce que vous savez que Mohamed Ali avait amené à Kinshasa beaucoup d'images sur les combats de George Foreman. Il avait étudié à travers ces images, il savait jusqu'où étaient situées ses limites. Et c'est ce qui lui a permis d'utiliser son intelligence, de procéder par l'usure. Et jusqu'à ce que Foreman était allé au-delà de ses limites, c'est alors qu'il a pu utiliser la série de gauche-droite au 8e round. Et en plus, j'ai dit la psychologie, parce qu'il lui a dit qu'il allait recevoir des coups en série et que c'était des abeilles qui allaient les piquer. Cela avait totalement intimidé George Foreman. Alors, on voit un petit peu dans les images de l'époque, dans les images d'archives, que pendant les 7 premiers rounds, on a l'impression que Mohamed Ali se laisse presque faire. Il attend que son adversaire dépense toute son énergie. Est-ce que c'était ça, sa technique favorite? Oui, évidemment. Et moi, je peux même dire, parce que j'étais tout à fait prêt autour du ring, et j'ai pu comprendre qu'au départ, il avait un petit peu peur. Et si vous regardez bien sur les images... Qui avait peur, George Foreman ou Mohamed Ali? Qui avait peur? Mohamed Ali. Mohamed Ali avait eu peur au départ parce qu'il avait attrapé des coups à la tête qu'il avait fait jaser. Et c'est tout le public qui avait peur, qui se disait qu'Ali allait tomber. Mais il a compris ce qu'il fallait, c'est qu'il s'accrochait et en plus il tirait George Foreman dans les cordes. Et c'était une manière de pouvoir l'envoyer à l'usure et jusqu'à la limite de ses forces. Alors, vous qui avez commenté ce match de plus près, est-ce que le public était en faveur de Foreman ou en faveur de Mohamed Ali à l'époque? On rappelle que c'est quand même le champion du monde, George Foreman, à ce moment-là. Il est invaincu, Mohamed Ali revient de loin. Pour qui penchait le public? Je vous assure que c'est ça. Le problème, c'est que à 90%, le public était acquis à la cause de Mohamed Ali. Mais pour quelle raison, puisqu'il n'était pas donné favori? Non, Foreman n'était pas donné favori, mais on avait simplement peur de ses coups de poing et surtout de sa réputation. Et de son palmarès, ça avait fait peur. Mais les gens avaient même porté à bras le corps Mohamed Ali à la victoire. Parce que c'est chaque fois qu'il se sentait un peu acculé, qu'il rentrait vers le public et qu'il disait « Ali Boumouye » et que tous les stades en rengaine le reprenaient et lui donnaient du tonus. Et cela a été pour beaucoup également dans sa victoire. Et nous finirons par ce témoignage de Larry Holmes, l'ancien boxeur poids lourd. Il a été le partenaire d'entraînement de Mohamed Ali. Il réagissait dans l'émission Straight Talk de VOA. Écoutez-le. C'était un plaisir de combattre Mohamed parce que c'était mon ami et patron. Après, je devais me battre contre lui, mais il y avait aussi de l'argent en jeu. Et si je le battais, on aurait dit que j'ai battu un vieil homme et je ne voulais pas le cogner fort. Je savais qu'il pouvait se défendre. Et je savais aussi que je pouvais le battre, je ne voulais pas lui faire du mal parce que c'est Mohamed Ali et c'était mon ami. Monsieur Kabala, est-ce que vous avez entendu ce témoignage de son partenaire d'entraînement qui, semble-t-il, était même à Kinshasa à l'époque avec lui? Qu'est-ce que ça vous évoque? Oui, c'est bien vrai. C'est que Larry Holmes a raison. Peut-être qu'il avait simplement voulu compter sur l'affaiblissement de Mohamed Ali.
mais il n'est pas certain qu'il ait pu le faire tomber et qu'il ait pu gagner, parce que malgré son âge, et Foreman en a fait des frais, parce que tous ceux qui étaient jeunes pensaient qu'avec son âge, Ali était fatigué, mais c'est le travail qu'Ali était en train de faire et qui lui donnait, et qui a permis d'ailleurs à Ali de gagner contre George Foreman, qui, tout en étant fort et super motivé et complexé, a cru qu'il pouvait facilement gagner à Kinshasa. Effectivement, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve tout de suite pour la suite. De retour dans ce Washington Forum en hommage à celui qui a été élu sportif du siècle en 1999. Mais pour certains, il reste encore le sportif du siècle. Certainement le sportif le plus engagé aussi pour la cause noire et les droits civiques, à la fois aux États-Unis et dans le monde. Je vous propose de découvrir ces autres combats de Mohamed Ali en images avec un récit signé Princesse Momo sur des images extraites du documentaire de Claire Lewis, Je suis Ali. À l'intérieur du ring, Mohamed Ali a un record de 56 victoires et 5 défaites. Mais tout le monde ne connaît pas son dossier diplomatique en dehors du ring. En 1985, Ali a voyagé au Liban, mais n'a pas réussi à obtenir la libération d'otages d'un détournement d'avion. 5 ans plus tard, pendant la guerre du Golfe, il a rencontré Saddam Hussein et a réussi à négocier la libération de 15 otages. Les hommages continuent à affluer dans Louisville, la ville natale d'Ali, où l'imam Zaïd Shakir dirigera une prière et un service commémoratif. Il dit qu'Ali est devenu international après avoir refusé de se battre dans la guerre du Vietnam et a été déchu de son titre de champion du monde de poids lourd. Plusieurs chefs d'État assisteront aux funérailles ce vendredi. Le roi Abdallah de Jordanie et le président de la Turquie Recep Tayyip Erdogan. Mohamed Ali laisse un héritage à travers le monde et une de ses citations qui résonne en nous tous « Vis chaque jour comme si c'était le dernier, parce qu'un jour, tu auras raison ». Et vendredi dernier fut ce dernier jour de la vie de Mohamed Ali. Effectivement, ce fut son dernier jour, en tout cas pas dans les mémoires. Nous sommes toujours en compagnie de vous, Monsieur Kabbalah. Je rappelle que vous êtes journaliste à la RTNC et que vous aviez commenté ce match du siècle qui vous a, je pense, laissé des souvenirs indélébiles. On va revenir un petit peu sur cet autre aspect de Mohamed Ali. Est-ce que vous connaissiez, vous, est-ce que vous saviez, est-ce que vous aviez suivi ses engagements au-delà des rings ? Pas tout à fait, au moins pour son refus d'aller combattre au Vietnam et sa grande gueule, évidemment. Et en dehors du ring, nous avions des informations sur son séjour en prison et ses contacts avec Don King. Et puis ses contacts avec le président Mobutu au Caire lorsqu'il était en tournée là-bas. Et c'est là que tout s'était scellé pour l'organisation du combat à Kinshasa. Et c'est un monsieur qui, à la suite de Martin Luther King, était l'un des grands défenseurs de la dignité de l'homme noir. Voilà ce que nous savons de lui en dehors du ring. Alors justement, en dehors du ring, on sait aussi qu'il a eu des rapports très étroits avec Malcolm X, qui était même un ami proche pour lui. Est-ce que aujourd'hui, dans la culture populaire, les jeunes générations connaissent encore ces autres engagements de Mohamed Ali ? Bien, les autres engagements, pas tout à fait, mais au moins, il tire profit de son caractère. Un homme très déterminé, un homme très endurant, très persévérant et très convaincu dans ce qu'il pensait sur le monde et sur sa vie personnelle. Et cela a fait tache d'huile. Au point que dans cette ville de Kinshasa, il y a des familles dont les enfants portent le nom de Mohamed Ali.
Alors que reste-t-il rapidement, Monsieur Kabbalah, que reste-t-il aujourd'hui de cette période faste qui a été autour de ce match du siècle? Est-ce qu'il reste encore le stade, des infrastructures? Est-ce qu'il y a des clubs aujourd'hui? Est-ce que la boxe reste un sport particulièrement populaire à Kinshasa et au Congo? C'est bien le paradoxe, Madame Tatiana. Je vous dis que c'est bien dommage parce que c'est juste une quinzaine d'années après les combats à Foreman Ali, on dirait qu'ils ont apporté tout l'aura que cela comportait et qu'après ces combats du siècle, tout s'est effrité. Il y a juste le stade, mais nous aurions souhaité mieux avoir par exemple un mémorial de Mohamed Ali devant le stade mythique qui a abrité ce combat du siècle. Alors vient de nous rejoindre sur ce plateau Timothée Donangmai. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef ici à VOA. Mohamed Ali, on a vu, c'est l'athlète impressionnant, c'est une grande gueule comme on dit, mais c'est aussi une grande gueule en dehors des rings et qui se trouve dans une période où les États-Unis sont déchirés avec la sortie de la ségrégation. Pourquoi est-ce qu'il a été aussi engagé, selon vous? Il aurait pu, comme beaucoup de sportifs, simplement se taire et continuer sa carrière. Pourquoi est-ce qu'il s'est mis en danger comme ça? J'ignore pourquoi il l'a fait, mais Tatiana, c'était son trait de caractère. Et en fait, ceux qui l'ont connu dans son quartier de West End, à Louisville, le quartier de West End où il a grandi, eh bien, il disait que même enfant, il disait à tout le monde qu'il allait être un grand champion. Et bien évidemment, les gens se moquaient gentiment de lui. Mais il a montré par la suite qu'il avait de la suite dans les idées. Donc c'est un trait de caractère, c'est quelqu'un de caractère très fort. Et c'est comme ça qu'il a choisi de prendre des positions qui à l'époque n'étaient pas du tout populaires, tout au moins auprès de la majorité, mais qui selon lui était la position qu'il fallait adopter. Alors on rappelle qu'il est né et qu'il a grandi dans un État sudiste où il y avait clairement de la ségrégation, mais c'est un policier blanc qui l'emmène à la boxe. Alors c'est une histoire intéressante. Le petit Ali venait de perdre son vélo. Quelqu'un lui a chippé son vélo et il rêvait de se venger de ce voleur. Et ce policier lui a dit, écoute, avant de lui administrer une bonne correction, viens donc apprendre la boxe. Comme ça, tu pourras bien corriger ton voleur. Et c'est comme ça qu'il est venu à la boxe et il a continué. Alors justement, il continue à 18 ans. On le rappelle, il est champion olympique. Ensuite, il est privé de carrière. Plus tard dans sa vie, il se convertit à l'islam. Il se rapproche de Malcolm X. Qu'est-ce que l'on sait de cette relation aujourd'hui? Est-ce que ça n'a pas fait jaser, et sachant que Malcolm X était un personnage très surveillé, notamment par le FBI à l'époque? Alors, il perd son titre, vous l'avez dit, c'était à cause du Vietnam, le service militaire pour le Vietnam. Il a estimé qu'il n'avait pas du tout, qu'il n'avait aucune raison d'aller combattre au Vietnam, d'aller tuer les Vietnamiens, que les Vietnamiens, lui en tant que noir, les Vietnamiens lui ont rien fait. Donc il n'y a pas de raison qu'il aille combattre là-bas. Cela lui a valu des années judiciaires et même la prison. Bon, il est revenu et par la suite, il s'est converti à l'islam. Et donc il faut voir que ce problème qu'il a eu avec la justice américaine a été pour quelque chose peut-être dans sa conversion. Ça lui a donné une autre motivation. Une autre motivation. Eh bien, il a décidé qu'il fallait rompre avec cette culture qu'il connaissait, la culture chrétienne et tout, et rejoindre l'islam. C'est comme ça que je me l'explique. Alors, vous avez été nombreux à laisser des témoignages sur notre page Facebook. En voici quelques-unes. Alphonse Mbouaki à Kinshasa. Beaucoup de jeunes à travers le monde se sont inspirés de son style, de ses techniques de combat et de sa passion. Maurice Djontou à Libreville. Ce que je retiens de ce grand champion, c'est son refus d'aller au Vietnam tuer des innocents, des gens qui ne lui ont rien fait de mal. Ou encore Christian Djerabé à N'Djamena. Bonjour, c'est à travers la presse que j'ai connu Mohamed Ali. C'est un grand boxeur. Un monument devrait être construit à Kinshasa. Et enfin, Cheven Kalonji à Lubumbashi. J'ai un bon souvenir de Mohamed Ali pour son combat du siècle à Kinshasa. Que son âme repose en paix. Ali Bomaye. Beaucoup d'émotions ici aux États-Unis, Timothée. Qu'est-ce qu'il représentait? Parce que finalement, il a fini par plaire aussi bien aux Blancs qu'aux Noirs. Pourquoi
pourquoi lui et pas un autre sportif américain ou pas une autre personnalité américaine n'a réussi à aller, par exemple, chez Saddam Hussein ou chez Fidel Castro? Alors, avec le temps, même ses farouches adversaires ont fini par reconnaître son intégrité. Parce qu'il fallait être vraiment intègre en ces années-là pour décider de prendre une position aussi impopulaire auprès de la majorité. Donc, avec le temps, les gens lui ont reconnu ce courage. Et il faut dire qu'Ali aussi, c'était, comme vous l'avez dit, une grande gueule et un charmeur. Donc, même dans les dernières années de sa vie, quand affecté par la maladie de Parkinson, il parvenait à peine à se tenir debout, chaque fois qu'il croisait un ami, il se mettait en garde, en position de boxer, comme dans le temps. Et ça a toujours charmé les gens. Et il faut dire qu'Ali est resté une icône, parce que maintenant, les sportifs, ils s'intéressent uniquement au sport, à ce qu'ils font. Mais à son époque, il fallait être sportif sur le terrain, dans le ring, et aussi, il fallait être leader dans la société. Et il était comme une sorte de pont social. Et c'est pour ça qu'il est resté une icône ici aux États-Unis. Alors justement, il est resté une icône aussi à Kinshasa où notre correspondant James Katambois a recueilli les témoignages de Kinois après l'annonce de la mort de Mohamed Ali, comme il avait été ainsi surnommé. Il avait été, tout le monde criait Boumaillé justement au moment du match en 1974. Je vous propose d'écouter ces témoignages. Donc c'est vraiment un homme, c'est avec larmes que je le pleure, c'est avec chagrin que je le pleure parce que il fut un homme pour qui j'avais beaucoup d'estime, quelqu'un qui a valorisé la race noire et qui était fier de l'être, quoi. Il est resté pendant longtemps un exemple. Et le public qui accompagnait Ali, parce que j'ai dit qu'Ali était très proche du public, le public chantait Ali, Boumaillé, Ali, Boumaillé. C'est pour dire dans notre langue de chez nous, Ali, tue-le, Ali, tue-le. Et quand George Foreman est tombé sur le tapis, l'arbitre a compté jusqu'à 10 et quand Foreman s'était relevé, c'était trop tard. Ali était champion du monde, donc il a récupéré son titre mondial qu'il a perdu donc, de poids lourd. Donc pour nous, Congolais, on ne peut que s'incliner pour dire aussi que nous sommes vraiment Mohamed Ali, car aujourd'hui, les stades des Martyrs et les stades du 20 mai, c'est aujourd'hui ex-Tata Raphaël. Donc c'est l'image quand on dit le stade du 20 mai, Tata Raphaël, hormis le football, c'est aussi ces combats du siècle qui avaient mis aux prises George Foreman à Mohamed Ali. Donc nous, on ne peut que dire adieu, un grand combattant, je dirais même un boxeur aux gants camouflés, au visage tuméfié, Mohamed Ali. Adieu. Monsieur Kabala, un dernier mot rapidement pour clore cette émission avec vous depuis Kinshasa. Le dernier mot, c'est que le roi est mort, vive le roi, et que la jeunesse doit retenir qu'il n'y a pas des sots métiers, il n'y a que des sots gens. Et voilà quelqu'un qui peut être une référence pour tous les jeunes, pour qui la boxe était une discipline de voyous, les enfants de la rue, et que la boxe a produit quelqu'un qui est des notoriétés internationales et Merci. Qui a même été un diplomate hors pair. Merci beaucoup, Monsieur Kabala, en direct de Kinshasa. Timothée, un dernier mot, un mot de la fin sur ce personnage. Ali restera dans nos cœurs et une référence pour nous tous. C'est la fin de cette émission. Merci à nos invités et à vous pour votre fidélité. Un clin d'œil à toute l'équipe technique pour la réalisation de ce numéro, ainsi qu'à Top Congo FM à Kinshasa qui diffuse Washington Forum. Les obsèques de Mohamed Ali auront lieu dans sa ville natale avec un parterre de personnalités, mais nul doute que des hommages lui seront rendus bien au-delà de Louisville, partout à travers le monde.